Est-il réellement possible de devenir millionnaire? C'est la question qui me trotte dans la tête depuis un certain temps. J'ai une vision des choses qui a évolué et je vous propose dans cette vidéo qu'on rentre vraiment au cœur de cette question pour voir exactement ce qui se cache derrière le terme de millionnaire. Est-ce qu'on a réellement des chances de parvenir à atteindre ce stade de fortune ou est-ce qu'on n'est pas condamné finalement à rester dans sa classe sociale d'origine? Est-ce que les chiffres ne jouent pas contre nous? Est-ce que les inégalités sociales ne sont pas faites pour être reproduites au fur et à mesure? Et est-ce qu'on a réellement cette chance de devenir un jour millionnaire? Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par le fait d'être millionnaire? Parce que parfois on n'a pas tous la même définition. C'est tout simplement le fait d'avoir un patrimoine net d'au moins 1 million d'euros. Donc quand on fait le calcul entre ce qu'on possède et ce qu'on a comme dette, si on arrive à un résultat d'au moins 1 million d'euros, on sait qu'on est officiellement rentré dans la catégorie des millionnaires. Et il faut aussi garder en tête qu'il y a quand même une grosse différence entre les personnes qui ont 1, 2, 3 millions de patrimoine net, ce qui est déjà très bien, et les personnes qui ont 500 millions, 800 millions. On sait que même à l'intérieur de la classe des millionnaires, il y a énormément de disparités. Mais on va s'intéresser justement à cette entrée dans cette catégorie des millionnaires. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'est arrivé une seule fois dans ma vie de rencontrer quelqu'un qui était millionnaire. C'est une personne que j'avais coachée lorsque je faisais du coaching sportif à domicile. Ça remonte à maintenant une dizaine d'années. Et j'ai énormément appris au contact de cette personne, même si je pense que j'aurais pu apprendre encore plus. J'aurais dû, par exemple, l'inviter plein de fois au restaurant pour le bombarder de questions parce que aujourd'hui, je me rends compte à quel point j'aurais pu apprendre encore beaucoup plus. Mais voilà, c'était déjà bien de rencontrer une personne comme ça parce que en fonction de son entourage, c'est pas forcément des rencontres qu'on fait souvent. Ça dépend de son milieu social d'origine. Moi, je suis issu d'une famille de classe moyenne. Donc, dans mon entourage, j'avais personne qui investissait, personne qui était millionnaire, personne qui avait créé une entreprise et qui avait fait fortune. Donc, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous-même, vous avez déjà rencontré un millionnaire. Ça me permet déjà de savoir un petit peu quelle est votre vision des choses. Est-ce que vous avez pu apprendre quelque chose au contact de cette personne-là ou si vous partez vraiment de zéro en termes de connaissances autour de vous qui ont réussi à atteindre ce rythme en termes de fortune. Et justement, lorsque j'étais coach sportif à domicile il y a une dizaine d'années, j'ai également rencontré une personne qui était pour le coup plus jeune que moi à ce moment-là, même si je l'ai su après parce que je pensais vraiment avec tout ce qu'il connaissait qu'il était plus âgé que moi. Et cette personne était issue d'une famille qui habitait dans un très beau quartier à Paris. D'ailleurs, j'ai vu une demeure que je ne pensais jamais voir. C'est vrai que là, on rentre dans un monde qu'on ne connaît pas. On peut avoir les yeux qui sont grands ouverts. Et vraiment, à ce moment-là, en passant du temps avec cette personne, je me suis aperçu du gouffre énorme, et on y reviendra tout à l'heure, du gouffre énorme en termes de savoir. Cette personne, depuis tout petit, avait entendu des discours de personnes qui venaient voir son père, qui venaient voir ses parents pour parler d'investissement, pour parler de business. Et c'est vraiment des choses qui, je pense, rentrent dans l'inconscient, même si on est petit à ce moment-là, on a 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans, 12 ans. Le fait d'entendre ces phrases, on part vraiment avec des cartes qui sont différentes d'une personne qui est issue de classe moyenne. Je le dis souvent, il ne suffit pas d'avoir les bonnes cartes, il faut savoir les jouer, mais il faut vraiment être lucide sur le fait que le milieu social d'origine a quand même un énorme impact. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quelle est votre vision des choses par rapport à ça, mais il faut être clair là-dessus. En fonction du milieu social dans lequel on est, on ne part pas avec les mêmes cartes dans la main. C'est d'ailleurs une donnée qu'on voit parfois dans certaines études, ce poids que peut avoir l'héritage, que peut avoir la classe sociale d'origine, le fait d'être né dans telle ou telle famille, même si c'est un sujet qui est un petit peu tabou parce qu'on essaie de faire croire que la majorité des personnes qui ont fait fortune sont parties de rien, ont vraiment réussi grâce à leur seul mérite. Je pense que la réalité est un peu plus nuancée parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont dans les plus grosses fortunes qui sont issues d'une lignée qui est quand même dans une classe sociale favorisée. Là, si on regarde cet article, donc c'était lié au classement Forbes en 2021. Ici, il est indiqué que sur les 42 milliardaires français, environ 80% sont des héritiers selon la liste des milliardaires de 2021 réalisée par Forbes. Donc après, on peut discuter par rapport à tout ça parce que c'est vrai qu'en termes de reproduction sociale, on est en plein dedans. Certes, il y a des personnes qui arrivent à créer une structure, à créer une société, à créer ensuite une société qui va vraiment s'internationaliser, mais il y a quand même une bonne partie des personnes qui sont issues de familles qui ont déjà réussi, même si ce n'est pas forcément dans le même secteur, parce que des fois on se dit oui, mais lui il a réussi à créer une entreprise dans le luxe, et même si ses parents avaient de l'argent, ils étaient dans l'immobilier, donc ça n'a rien à voir. Oui, mais le fait d'avoir des parents qui ont réussi dans un domaine,
comme on le disait tout à l'heure, ça permet d'être nourri de ces discours-là depuis qu'on est tout petit. Donc je pense qu'on ne part vraiment pas avec les mêmes cartes. Donc ça, c'est vraiment une donnée, je pense, qui est très importante à prendre en compte, même si là, on se concentre sur les milliardaires. Et c'est justement ce qu'on va voir juste après, la différence qu'on peut avoir entre milliardaires et millionnaires, mais vraiment être lucide sur cette reproduction sociale et cet impact finalement de la classe sociale d'origine. Je vous ai trouvé également un autre article qui date pour le coup de 2015, mais finalement c'est pas le plus important, c'est vraiment ce qu'on va retrouver dans l'article qui est le plus important. C'est sur le site de challenge.fr. On voit ici indiquer le poids de l'héritage dans l'origine des grandes fortunes françaises. Et il est indiqué ici, alors les chiffres sont un peu différents, on voit 60% des grandes fortunes sont possédées en France par des héritiers. Avec un capitalisme français aussi figé, difficile de donner une image plus inégalitaire. On voit ici le poids des fils de famille, et je trouve que cette partie de l'article est très intéressante. Il est indiqué que reste une inégalité profonde qu'aucune méritocratie ne saurait corriger, qui était la base de ses succès, un apprentissage dès le plus jeune âge. C'est ce qu'on disait juste avant, le fait d'entendre des discours depuis son enfance. On voit ici indiqué Cyril Bolloré nous raconte avec beaucoup de fraîcheur comment il rêvait de mines de lithium, et Bernard Arnault nous confesse son plus gros atout, là c'est très intéressant. J'étais un peu préparé, le week-end, mon père m'emmenait sur les chantiers. C'est ce que je tente de faire avec mes plus jeunes enfants aujourd'hui. Il y a l'inné, mais l'acquis, cela compte aussi. Et là, c'est vraiment, comme je disais, le moment d'être vraiment lucide pour voir exactement la différence entre les intentions de méritocratie et ce qui se passe réellement sur le terrain. Là, on pourrait se dire que c'est une première partie de vidéo qui est assez pessimiste, de quelqu'un qui pourrait se donner des excuses en se disant que tout est bloqué, tout est figé, tout est verrouillé, et que finalement la reproduction sociale est trop marquée et qu'il est finalement impossible de sortir de sa classe sociale d'origine. Vous me connaissez, c'est pas du tout mon état d'esprit, même si je vois vraiment une différence entre la catégorie des milliardaires et la catégorie des millionnaires. Dites-moi ce que vous pensez d'ailleurs de ces deux catégories-là. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il est tout à fait possible de rentrer dans la catégorie des millionnaires et un jour devenir milliardaire, ou est-ce que vous voyez une différence entre ces deux catégories en termes d'accès à l'une ou l'autre? Est-ce que vous pensez par exemple que c'est possible de rentrer dans la catégorie des millionnaires, mais que cela est quasiment impossible sans héritage, sans avoir une classe sociale d'origine très favorisée, de rentrer dans la catégorie des milliardaires? Donc dites-moi ce que vous pensez par rapport à ça. Moi personnellement, je pense effectivement que c'est possible de rentrer dans la classe des millionnaires, c'est ce qu'on va voir juste après. Mais par contre, lorsqu'on commence à parler de la catégorie des milliardaires, là c'est vraiment autre chose. Et je pense qu'en partant de zéro, c'est pas que c'est impossible, mais ça représente une infime partie des gens qui seront capables d'y arriver. Revenons à la question de départ, est-il réellement possible de devenir millionnaire, d'avoir une valeur nette d'au moins 1 million d'euros? C'est clairement l'objectif que je me suis fixé. D'ailleurs, je suis en train de me dire que depuis quelques temps que c'est peut-être un objectif que je vais devoir revoir à la hausse. Alors c'est pas dans une volonté d'avoir de la prétention, mais finalement, est-ce que je suis pas en train de rétrécir mon esprit et le champ des possibles en me fixant juste cet objectif d'avoir seulement 1 million d'euros? Alors là, clairement, je suis en train de provoquer un petit peu parce qu'on pourrait se dire, le mec, il est en train de dire que c'est seulement 1 million d'euros. Déjà, j'en suis très loin, mais on sait très bien que voilà, dans le domaine du développement personnel, faut quand même avoir des objectifs qui sont ambitieux pour être vraiment tiré vers l'avant, pour sortir un petit peu de sa zone de confort, pour ouvrir son champ des possibles et trouver des solutions pour vraiment progresser étape par étape. En premier, j'aimerais qu'on se penche sur une donnée qui est essentielle à mon sens, c'est la notion de temps. Parce que, sauf si vous avez aujourd'hui une entreprise qui vous permet d'être au contrôle des revenus que vous pouvez avoir, même si on sait très bien que c'est compliqué aussi de faire grossir une entreprise. Si vous êtes comme moi salarié, vous savez que le contrôle que vous avez est quand même limité et que l'effet de levier est également limité. C'est tout ce qu'on découvre dans le livre L'autoroute du millionnaire. Je vous montrerai les différents livres après. C'est vraiment un chapitre qui est très important sur cet aspect effet de levier et contrôle qu'on peut avoir sur sa rémunération. Si on est purement salarié, on va basculer sur mon écran, on sait qu'on a une donnée qui joue contre nous, c'est le temps, même si ça peut à l'inverse être quelque chose qui joue pour nous. Clairement, je pense que vous êtes d'accord avec moi, on n'a pas envie d'être millionnaire ou on n'a pas envie d'atteindre la liberté financière dans 25, 30, 40 ans, 50 ans. On a quand même envie de le faire dans un délai assez raisonnable. Donc clairement, si on reste salarié, on va voir à quel point c'est quelque chose qui peut vite devenir un blocage.
On bascule donc sur une calculatrice d'intérêt composé. En termes de données, je suis parti sur un investissement initial de 0 euros. Donc on part vraiment de zéro. On imagine qu'on vient d'obtenir son premier emploi. Je suis parti sur un salaire médian. Donc le salaire médian en France, c'est aux alentours de 1800 euros. Avec ici 10% par mois qu'on place sur par exemple son PEA. C'est souvent le conseil qu'on entend, c'est se payer en premier, prendre au moins 10% de son salaire pour l'investir. Donc on part sur des chiffres vraiment les plus moyens possibles, avec ici une durée que j'ai estimée à 47 ans. Alors c'est pas moi qui ai estimé, j'ai fait des petits calculs, et on arrive à une durée nécessaire de 47 ans pour obtenir un capital d'au moins 1 million d'euros. Donc on voit à quel point le temps est vraiment une donnée importante, parce que 47 ans, pour peu qu'on ait en plus commencé tard à travailler, parce que ça dépend aussi du nombre d'études qu'on a fait. Si on commence par exemple à travailler à 22 ans, ça nous emmène à 69 ans pour être officiellement millionnaire. Je ne sais pas pour vous, moi personnellement ça ne me fait pas forcément rêver. Et pourtant, c'est les conseils qu'on entend souvent. Alors c'est très bien de mettre déjà 10% de son salaire de côté pour l'investir, mais on voit à quel point si on a une ambition de devenir millionnaire, c'est clairement pas suffisant. Il va falloir jouer sur d'autres leviers, soit augmenter les versements qu'on fait chaque mois, soit essayer d'augmenter son salaire pour que mécaniquement, même si on reste à 10% qu'on met de côté, ce soit un montant qui soit plus important. Mais on voit très bien qu'on ne pourra pas se contenter de rester sur ces montants-là, parce que atteindre l'âge de 69 ans, attendre d'avoir 69 ans pour être millionnaire, c'est clairement quelque chose qui ne me fait pas rêver. Si on s'amuse justement à changer certaines données, on va partir du principe qu'au lieu d'avoir un salaire médian de 1800 euros, on démarre sa carrière à 2500 euros et on arrive toujours à mettre 10% de côté. Donc on part sur 250 euros par mois. On va garder le même rendement. Là, on se rend compte qu'au bout de 47 ans, on a 1 400 000. Donc on va réduire un petit peu la durée. On va voir sur 40 ans combien ça donne. Sur 40 ans, on n'est pas au million. Donc on va mettre 43 ans. 43 ans, voilà, 43 ans, un peu moins de 43 ans, on arrive à avoir 1 million d'euros. Donc on gagne 4 ans, mais finalement 4 ans, ça nous fait arriver à 65 ans au lieu de 69 ans si on démarre à 22 ans. Donc c'est encore une fois quelque chose qui ne fait pas forcément rêver. On a gagné un peu de temps, mais on aimerait pouvoir atteindre cet objectif beaucoup plus tôt. Si on part ici sur un salaire beaucoup plus important, on va partir sur 5 000 euros et on met toujours 10% de côté, donc ça fait 500 euros cette fois-ci. On va voir ce que ça donne. Donc là, on atteint 2 millions d'euros au bout de 43 ans. On voit déjà la différence de doubler ce qu'on met chaque mois. Ici, on va descendre, on va mettre 35 ans pour voir ce que ça donne. On peut même descendre à 34 ans, parce que là, je crois que ça va nous permettre quasiment d'avoir 1 million, donc un peu plus de 34 ans. Donc là, par rapport à tout à l'heure, par rapport au calcul d'origine, on gagne 13 ans. Par contre, ça veut dire qu'on a un salaire qui est de 5 000 euros au lieu de 1 800 euros. Donc là, clairement, on sait à quel point c'est pas que c'est fantaisiste, mais on n'est pas sur les mêmes profils de personnes. Après, rien ne nous empêche dans la vie de progresser, d'essayer d'augmenter notre valeur perçue, soit au sein de notre entreprise, soit pour se faire engager par une autre entreprise, soit même quitter son entreprise pour démarrer autre chose parce qu'on a les compétences. Mais on voit que déjà, si on commence à rentrer sur des salaires plus importants, on arrive à atteindre l'objectif d'être millionnaire beaucoup plus tôt. Ça reste quand même 34 ans, donc si on commence à 22 ans, ça nous emmène à 56 ans, pardon. Donc certes, c'est mieux que 69 ans, mais on veut aller encore plus vite. Donc là, si on gagne 5 000 euros, on reste sur ce salaire-là. Il faut clairement être capable de mettre plus de côté chaque mois pour investir, parce que là, on était sur 10%. Quand on gagne 5 000 euros, on peut, je pense, à mon sens, facilement mettre au moins 2 000 euros par mois. Donc si on met 2 000 euros par mois, là au bout de 34 ans, on est presque à 4 millions. Donc on voit à quel point ça fait une grosse différence. Là, si on réduit à 15 ans, au bout de 15 ans, on est à quasiment 700 000. Donc on va mettre 20 ans. Là, 20 ans, on a dépassé le million. Donc si on regarde sur 19 ans, voilà, on arrive au bout de 19 ans à un capital au moins d'1 million d'euros. Donc ça, c'est en touchant 5 000 euros par mois, en mettant 2 000 euros de côté, ce qui est largement faisable. Et on voit à quel point là, ça va beaucoup plus vite. Parce que tout à l'heure, on était sur 47 ans pour atteindre le million. Là, on est sur 19 ans. On voit ici, c'est vraiment un graphique qui est intéressant parce qu'on voit à quel point il y a toujours un moment de bascule en fait dans les intérêts composés. On voit, par exemple, là, si on commence en 2022, on voit que jusqu'à 2029, 2030, ça progresse tranquillement. Et d'un seul coup, on voit que ça commence à être exponentiel. Parce que si on regarde à partir d'ici, le changement qu'il y a, on voit clairement que la partie ici des intérêts a tendance à beaucoup plus grossir. Et on se rend compte à la fin qu'on a, par exemple, en 2041, un total d'intérêts de 581 000
et un investissement total de 456 000. Donc en gros, on a gagné plus en intérêt que ce qu'on a mis à chaque fois au fil des ans. Donc ça, c'est vraiment des calculs que je vous conseille de faire. Ça a un côté un peu pessimiste, ça a un côté un peu démoralisant parce qu'on se dit finalement si on a un salaire médian et qu'on met 10, 15, 20%, il nous faudra énormément d'années, plusieurs décennies pour atteindre un patrimoine d'au moins 1 million d'euros. Mais je pense que c'est important d'avoir la réalité en face des yeux. Moi, depuis quelques temps, je le fais pour vraiment me booster, pour vraiment me donner un coup de pied aux fesses et me dire, ok, là, tu ne peux pas te permettre de rester sur tes acquis. Il faut vraiment que tu changes ce que tu es en train de mettre en place pour vraiment passer à la vitesse supérieure. Ce qui nous permet d'amener une question, est-ce réellement possible de devenir millionnaire si on est aujourd'hui salarié ? Alors on voit à quel point le fait d'être salarié, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on peut avoir un salaire qui est complètement différent d'autres personnes. Mais si on part sur un salaire médian, clairement ça va nous emmener beaucoup trop loin pour atteindre le million d'euros. Alors après, ce n'est pas forcément votre objectif, mais le fait par exemple de vouloir être libre financièrement, on sait à quel point si on met simplement 10% de côté en ayant un salaire médian, ça va demander énormément de temps. Donc le fait de rester salarié dans ce cas de figure, c'est clairement un frein, c'est clairement un blocage. Il faudra peut-être chercher autre chose à côté, avoir des compléments de revenus, avoir une capacité à créer un business à côté, que ce soit sur Internet, que ce soit un business physique. Alors après, je sais qu'il faut avoir du temps parce que si on travaille déjà 35 heures par semaine, si on rajoute les déplacements qu'on a le matin, le soir, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Si on a aussi une vie de famille, ça reste compliqué. Mais comme je disais, il faut avoir la réalité en face des yeux. Il faut se dire, ok, je vois que si je continue dans cette voie-là, je vais clairement pas pouvoir être libre financièrement un jour. Je dois changer des choses aujourd'hui. Je prends souvent l'exemple de Tony Robbins qui dit que des fois, il suffit de changer sa trajectoire d'un petit degré. Au début, ça ne se voit pas forcément, mais au fur et à mesure des mois et des années, on a vraiment une trajectoire qui est différente. Donc des fois, le simple fait de changer certaines choses aujourd'hui, en lisant davantage, en arrêtant de regarder un peu la télé, en se lançant dans une formation dans tel ou tel domaine, en regardant, en décortiquant des vidéos YouTube ou en lisant plein de choses dans un domaine particulier pour ensuite le monétiser, on sait que ça va avoir tendance à nous emmener sur une trajectoire différente au bout d'un moment, au fur et à mesure des années. Donc vraiment, j'insiste sur ce fait, si on est salarié, ça peut être compliqué, ça nous demande un certain temps. Alors après, si on a un salaire de 5, 6, 7 000, 10 000 euros et qu'en plus on sait gérer son budget, là on part clairement avec des meilleurs atouts. Mais il faut vraiment comprendre à quel point le salariat, c'est quelque chose qui finalement peut jouer contre nous pour atteindre un jour le million d'euros. On a donc parlé du temps, de la nécessaire durée que cela demande de devenir millionnaire si on part avec des chiffres moyens, si on a un salaire médian, si on met 10% chaque mois de côté pour investir. Et on a aussi parlé de tout ce qui touche au salariat. J'aimerais maintenant qu'on aborde un thème qui est extrêmement important. À mon sens, c'est le plus important. C'est tout ce qui touche au mental, à l'état d'esprit en ce qui concerne les finances et à tous les discours qu'on a pu entendre depuis son enfance en ce qui concerne l'argent. Parce que des fois, c'est des choses qui sont vraiment ancrées dans notre inconscient. On ne s'en rend pas compte, mais ça joue parfois contre nous parce qu'au moment d'investir, au moment de s'intéresser à tel ou tel domaine d'investissement, on a peut-être une voix intérieure qui nous fait douter, qui nous dit « Ok, est-ce que tu es vraiment sûr que c'est un domaine dans lequel tu peux te lancer, dans lequel tu vas être légitime, dans lequel tu peux réussir ?» Parce que tu n'as pas d'exemple autour de toi de personnes qui ont réussi. Pour peu qu'autour de vous, vous ayez des personnes qui vous disent Tu sais, moi, une fois, j'ai connu quelqu'un qui avait investi en bourse et qui a perdu tout son argent, donc je ne te conseille pas de le faire. » Ça peut être parfois vos parents, ça peut être vraiment vos proches qui vous disent ça avec des bonnes intentions, parce que l'objectif est quand même de faire en sorte que vous soyez protégé de beaucoup de malheurs. Mais le problème, c'est que parfois des discours pleins de bonnes intentions nous bloquent inconsciemment, parce que à l'inverse, quand on est issu d'une famille qui a toujours investi, qui a toujours créé des business, on part quand même avec une aversion au risque qui est quand même plus tempérée, parce qu'on se dit ok, je sais à peu près comment faire, voire je sais exactement comment faire parce que je vois que mon père a déjà fait fortune dans tel ou tel domaine, il m'a déjà appris telle ou telle chose. C'est aussi des discours qu'on a dans son inconscient, donc on ne part pas avec la même appréhension. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on va forcément réussir, mais il faut être conscient du fait qu'on n'a pas toujours le même discours en tête, parfois dans l'inconscient. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment, là je vais vous prendre un livre en particulier, c'est les secrets d'un esprit millionnaire. Donc ça, alors je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, de toute façon je vous mettrai le lien dans la description. C'est le genre de livre qui nous permet un petit peu de remettre notre esprit sur le droit chemin, parce que parfois on a des fausses croyances en tête depuis très longtemps en ce qui concerne l'argent. Et finalement aujourd'hui on a quand même un réel atout, c'est tout ce qui touche à Internet, tout ce qui touche
au savoir financier qu'on peut avoir dans des livres. On peut vraiment lire énormément de choses, acquérir un gros savoir. Après, c'est juste une question de volonté parce que si on préfère passer du temps à regarder la télé plutôt qu'à lire, je dis pas qu'il faut jamais regarder la télé, mais au bout d'un moment, au bout de X mois, X années, forcément, ça fait une différence. Parce qu'à l'inverse, si on a quelqu'un qui a l'habitude de lire 30 minutes par jour des livres dans le domaine des finances, dans le domaine du développement personnel, forcément ça va avoir un impact sur la durée. Donc ça, c'est une question de choix, mais vraiment aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut à disposition pour rattraper ce retard qu'on peut avoir par rapport aux personnes qui sont nées là-dedans et qui ont exactement ça en tête et qui savent exactement quoi faire au moment de se lancer dans un business ou dans une carrière d'investisseur. Justement, en termes de lecture, je vous ai sorti 4 livres qui sont à mon sens très importants pour tout ce qui touche à l'état d'esprit en ce qui concerne les finances. Donc comme je l'ai montré juste avant, Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker, notamment pour tout cet aspect conditionnement qu'on peut avoir et dont il faut sortir en ce qui concerne les finances pour vraiment progresser et atteindre ses objectifs financiers. Ensuite, Réveiller le millionnaire qui est en vous, j'en avais déjà parlé, c'est un excellent bouquin, ça vous donne une grosse dose de motivation et c'est fait au travers d'un récit fictif qui nous plonge vraiment dans une réalité qui finalement va allumer quelque chose en vous, en tout cas je l'espère parce que moi ça a vraiment allumé quelque chose en moi. Ensuite, L'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco, je suis en train de le lire pour la 3e ou 4e fois parce qu'à chaque fois je me prends une claque. Notamment, je retiens tout le temps la différence entre la logique, plutôt l'état d'esprit des consommateurs et l'état d'esprit des producteurs. Il fait bien la différence et on se rend compte par exemple si on prend les réseaux sociaux, on peut très bien passer du temps pour produire dessus. Et à l'inverse, on a des personnes qui sont purement consommatrices et qui passent parfois 1 heure, 2 heures, 3 heures sur ces réseaux sociaux et n'ont pas appris grand-chose, ont peut-être perdu du temps, mais en face, elles ont des personnes qui sont là justement pour produire. Donc ça, c'est vraiment un truc à prendre en compte. Et enfin, le livre L'argent de Tony Robbins, ça, c'est aussi un excellent bouquin parce qu'il a interviewé plusieurs personnes parmi les plus grosses fortunes du monde et on voit à quel point on a dans ce livre accès à un savoir qu'on n'avait peut-être pas auparavant. Donc vraiment, j'insiste, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut à disposition pour rattraper ce retard par rapport aux personnes qui sont nées dans des classes sociales favorisées et qui ont autour d'elles des personnes qui ont déjà réussi à atteindre certaines fortunes. Et si je reprends le livre L'autoroute du millionnaire, il y a vraiment un concept qui est très très important, c'est tout ce qui touche à l'effet de levier illimité et la notion de contrôle. Et on voit à quel point lorsqu'on est salarié, on n'a pas d'effet de levier illimité parce que l'effet de levier est quand même très très limité en termes d'augmentation de salaire. On ne va pas avoir d'un seul coup 20, 30, 40% d'augmentation de salaire. Et le contrôle est vraiment très faible parce que ce n'est pas nous qui allons décider de notre augmentation de salaire. On peut essayer de faire des efforts pour que ce soit vu par la hiérarchie, mais c'est quand même un contrôle qui est assez limité. Donc on voit à quel point le fait de rester salarié, ça peut être un frein lorsqu'on souhaite obtenir la liberté financière. Il faut partir sur autre chose à côté, il faut investir, il faut bien gérer son budget pour se dégager une marge, il faut vraiment faire travailler cet argent, il faut voir si on peut démarrer quelque chose à côté, se former dans un domaine pour monétiser ensuite ses nouvelles compétences, que ce soit dans un business physique, que ce soit dans un business sur Internet. Il y a quand même énormément de possibilités aujourd'hui. Je sais que moi, je suis vraiment dans cette réflexion-là parce que j'ai pas envie d'attendre 15, 20, 25 ans pour atteindre la liberté financière. Et là, je me rends compte que je suis parti dans une logique qui va m'entraîner sur une durée trop importante. Donc, je suis en train de changer des choses pour vraiment essayer de donner un coup d'accélérateur. Dites-moi dans les commentaires si vous-même, vous avez cet état d'esprit en ce moment de vous dire il faut vraiment que j'accélère les choses parce que j'ai pas envie d'atteindre la liberté financière à l'âge de 50, 55, 60 ans, voire plus. J'ai vraiment envie de l'atteindre dans un âge où je suis encore en pleine forme. Je dis pas qu'à 60 ans, on n'est pas en pleine forme, mais on sait quand même que si on peut l'atteindre à 40 ans, c'est quand même mieux que 60. Donc dites-moi tout cela dans les commentaires. Je vous remercie vraiment pour votre attention, pour votre fidélité, pour votre soutien. Il y a eu énormément de commentaires sur l'avant-dernière vidéo, sur la vidéo concernant, je vais la reprendre parce que j'ai un petit trou de mémoire. C'était la vidéo concernant l'immobilier. Il y a eu pas mal d'échanges qui étaient intéressants. Il y a parfois des personnes qui n'ont pas la même vision que moi, mais c'est comme ça, je trouve que même moi je progresse parce que le fait de confronter des idées, c'est comme ça aussi qu'on se rend compte peut-être que nos idées sont à retravailler ou peut-être qu'on se renforce dans nos convictions. Donc c'est vraiment enrichissant. Donc un grand merci à vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.